Seule la lutte libère. Sans la lutte, on n'est rien. Sans la lutte, on ne peut rien faire. Studio Solidaire. Sylvie Kimissa. Nadia Moscoufo. Salut Sylvie, je suis émue et très heureuse d'être avec toi ici à ce studio solidaire. Je pense qu'on a aussi décidé de nous mettre ensemble parce qu'on a quelques points communs. On est évidemment deux femmes qui avons travaillé dans des secteurs quand même pénibles. Toi comme femme de ménage, que tu devais nettoyer 50 chambres par jour, et moi dans le secteur de la distribution chez Aldi où je devais quand même porter quand même beaucoup de poids. Et là on voit que face à cette situation difficile, nous les femmes, on prend notre sort en main et on lutte, et c'est de cela qu'on va échanger toutes les deux aujourd'hui. Moi, par exemple, chez Aldi, j'ai travaillé 24 heures semaine et puis 28 heures. Donc, ça ne me permettait pas d'avoir un salaire qui me permettrait d'être indépendante. Et pourtant, mon père nous avait bien expliqué à mes sœurs et moi que si on voulait notre indépendance comme femme, il fallait d'abord être indépendante financièrement. Mais j'ai pas eu le choix de accepter ce boulot chez Aldi. Et je voulais te demander, toi, comment est-ce que tu es arrivée alors comme femme de chambre à l'hôtel Ibis? Comment est-ce que tu es arrivée là-bas? Bonjour Nadia. Mais c'est toujours un plaisir d'être devant un bon public. Alors moi, comment je me suis arrivée là? Je me suis arrivée là, vous savez déjà, nous, en tant qu'immigrés d'abord, quand on arrive dans un pays européen, il y a déjà le titre de séjour qui nous guette. Pour en avoir, il faut passer par la préfecture. Et la préfecture va te demander un contrat du travail. Donc tout ça, c'est lié. Il n'y a pas un qui soustrait l'autre, non, tout va ensemble. Au moment où on te propose un travail, tu sais qu'il y a un titre de séjour que tu dois renouveler. Obligatoirement, tu dois accepter n'importe quoi. Même si tu as étudié les études dans un pays étranger, ça vaut rien. Donc pour un début, tu dois commencer par là. Et moi, quand je suis arrivée, c'est ce qui m'est arrivé. Et on m'a proposé ce travail, ce boulot, d'aller travailler à l'hôtel. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie et je l'ai accepté. J'ai dit, comme il y a un titre de séjour à renouveler, je suis obligée de le faire parce que c'est un système qui est là derrière. Tu ne peux pas avancer sans avoir des inquiétudes. Et tu arrives à trouver un boulot dans un hôtel là où les conditions de travail sont pénibles pour les femmes. Ça, on doit le dire parce que aujourd'hui, nous, on est sortis du silence. On a cassé les barrières, comme on dit tout le temps. Mais sauf qu'il y a plein de femmes qui sont encore dans ce lot, qui n'arrivent pas à sortir la tête dans l'eau et qui n'arrivent pas à parler. Pourquoi? Par la peur de la répression, de perdre leur boulot. Parce qu'on y tient tellement à ce boulot qu'on a peur de dénoncer les choses. Donc les choses, nous, on l'a compris, il faut les dénoncer. Moi aussi, j'étais pareil, j'étais comme toutes les femmes qui n'arrivaient pas à parler parce que je gardais mon petit boulot à côté. Je me disais, je peux pas parler, sinon je serais licenciée. Et arrivé dans ce boulot, là où on te demande de faire 40 à 50 chambres, mais je suis pas un robot. Je vais les faire comment? Déjà, toi-même, quand tu es dans la planche, tu commences à pleurer, tu sais pas quoi faire. Tu dois le faire. Et la journée, c'est fini. Quand tu arrives à la maison, en tant que femme, en tant que mère d'enfant, tu ne peux plus rien faire. Si c'est pas t'allonger sur le canapé parce que tu as mal au dos, tu as mal aux pieds. Parce que 40 chambres, on est en train de parler de 40 chambres, pas 20 chambres, pas 10 chambres. Et c'est énorme pour une femme. Parce que c'est un grand boulot. Arriver à la maison, tu n'arrives plus à faire à manger pour tes enfants parce que le boulot t'a cassé. Tu n'arrives pas à faire les devoirs avec les enfants. C'est aberrant. Tu parlais justement de briser ce silence. Je comprends mieux en quoi tu n'avais pas eu le choix de travailler dans cet hôtel. Et en même temps, dans cette situation difficile, vous avez quand même décidé de lutter. Moi, dans mon parcours syndical chez Aldi, j'ai eu quelques petites luttes par rapport à la tienne, mais j'ai déjà vécu ça. Je sais que c'était vraiment difficile parce qu'il y avait la peur de perdre son boulot, il y avait aussi la peur de perdre son salaire parce que quand on se met en grève, évidemment, on n'est pas payé. Mais nous, on avait aussi déjà un syndicat qui était quand même relativement structuré. Et vous, si j'ai bien retenu, je dois chaque fois regarder mes chiffres tellement ça me paraît énorme. Vous avez lutté 22 mois et 8 mois de grève. 8 mois de grève dans ces situations vraiment difficiles avec la pression, comme tu dis, vous rentrez du boulot mort crevé, parfois on ne sait même pas faire à manger à ses enfants, mais il y a aussi toute la pression familiale. Je pense qu'on a aussi un point commun, on a une sœur chacune, mais voilà, avec un peu des idées différentes. Moi, la mienne, elle m'a toujours soutenue. Et comment tu as fait avec tes collègues pour quand même démarrer cette lutte
dans cette situation quand même difficile. C'est assez exceptionnel, je pense. Chère Nadia, c'était pas facile, comme toutes les luttes. Et une raison de plus, être une femme immigrée et déclarer ses droits, demander les droits, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Et ça n'a pas été facile non plus pour nos collègues. Comme tu viens de le dire, il y a eu 8 mois de grève ferme et 22 mois de lutte. Parce que, pourquoi 22 mois de lutte? Parce qu'après, la grève, ça a commencé le 19 juillet 2019. Et en mars, le 16 mars, je me rappelle bien, c'est un mardi, le 16 mars 2020, on est rentré en confinement. Et c'est ça qui a fait, même en confinement, on faisait des luttes. Et voilà pourquoi ça arrivait à 22 mois jusqu'à ce qu'on arrive à la décision finale. Ça a démarré avec des difficultés. Pourquoi des difficultés? Parce que c'est pas tout le monde qui est censé aller dans le combat. Et surtout quand il s'agit d'un grand groupe, le groupe Accor, qui est 2e, je crois, en Europe, si je me trompe pas, et 6e mondial. Donc, un grand groupe pour les faire rabaisser, qu'ils répondent à nous en tant que femmes immigrées et qui déclarent les droits, c'était pas facile. Et on a fait des petits groupes. On était déjà à l'hôtel Ibis des Batignolles qui se trouve à Paris, dans le 17e, à côté du tribunal de Paris. C'est pas un hôtel caché. Les gens, souvent, sous-estiment les métiers des autres. Et ça, c'est inquiétant. Parce qu'on croit qu'être une femme de chambre, c'est une poubelle. Parce qu'on voyait tout à l'hôtel. Il y a eu des agressions. Et on a eu une collègue qui s'est fait violer par le directeur du groupe Accor. L'ancien directeur du groupe Accor qui a osé violer notre collègue. En ce moment, actuellement, notre collègue est à l'arrêt. Elle ne travaille plus. On voit de tout. Il y a des agressions, on t'insulte. C'est-à-dire, en fait, le client, quand ils arrivent, il croit qu'il a le monopole de tout. Mais c'est pas ça. Moi, c'est mon boulot. C'est avec ça que je survis. Je vis pas, mais je survis. Mais c'est avec ça que je nourris ma famille. Et je viens au travail comme tout le monde qui travaille. Parce que pour moi, les 100 € du ministre et les 100 € de femme de chambre, c'est la même couleur. On ne va pas dire le contraire. Donc, pour moi, je dis toujours, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sortes de gens. Donc, le métier de tout un chacun doit être respecté. Je me souviens que tu dis ça. Quand j'ai commencé à travailler, c'était déjà dans la distribution. Je devais me lever le matin très tôt. C'était au rayon poissonnerie. Et j'étais vraiment très fière d'avoir trouvé ce boulot et de prendre le bus. Il faisait encore noir le matin, mais c'était vraiment une fierté de pouvoir commencer à travailler, gagner sa croûte pour être indépendante. Ah oui. Et là, quand je t'entends toutes tes difficultés et que je compare avec Aldi, je l'ai dit tantôt, on avait quand même le syndicat qui était déjà là. J'étais moi-même déjà syndiquée. J'ai été syndiquée depuis toujours. Voilà, mes parents étaient déjà syndiqués. Mais toi et aussi pour tes collègues, c'était pas le cas. Comment ça se fait qu'à un moment donné, tu as décidé de te syndiquer et qu'est-ce que le syndicat vous a apporté comme plus-value, je dirais, pour la lutte? En fait, nous, on a toujours cette chance dans l'hôtel Ibis. Même quand moi, je suis arrivée, il y a toujours eu le syndicat, en fait, à l'hôtel Ibis. C'est pas qu'on n'était pas syndiqués. On était syndiqués et on a un collègue qui travaille dans le même site avec nous, mais lui, il est du groupe Accor. C'est lui qui nous a donné le numéro du nouveau syndicat qui a gagné les revendications. Il dit, moi, je connais un bon syndicat. Avec tout ce que vous avez, vous voyez, le syndicat là va vraiment vous aider. Je dis, bon, on va essayer d'aller voir. Parce que vraiment, on n'y croyait plus. On a amené les revendications. On a dit, voici nos revendications. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et il nous a donné 2 trucs. Il nous a dit 2 choses. Il nous a convaincus. Parce que le syndicat aussi, c'est ça. C'est son droit aussi de montrer le bon chemin aux salariés. Parce que nous, on ne savait pas tout. On ne savait pas comment faire. Sinon, on allait être en grève il y a longtemps, puisque les revendications étaient là il y a longtemps. Pourquoi on n'avait pas fait le pas avant? C'est parce qu'on ne savait pas comment procéder. Et comme on a eu ces syndicats qui nous a dit, écoutez, faites ceci, faites cela. Et quand on a fait, et ça a marché. Et là, le syndicat était très important dans notre lutte. Il a joué un grand rôle. Ils nous a guidés, ils nous ont encadrés en fait. Oui, ça tu disais que la première chose qu'ils avaient fait pour vous aider, c'était vous expliquer quels étaient vos droits et quelles étaient les possibilités concrètes. Et les fameuses 2 choses alors qu'ils vous ont dit, c'était quoi? Les fameuses 2 choses, en fait, nous, la baisse de cadence, il y a longtemps qu'on criait que la baisse de cadence, on n'en peut plus. Baisser la cadence, accord, gna gna, non, on peut pas. La baisse de cadence, on n'en pouvait pas. Et dès que nous sommes allés chez le syndicat dit, mais la baisse de cadence, attendez, vous êtes payé à la tâche, mais ça c'est annulé depuis longtemps. On ne paye pas les gens à la tâche, on paye les gens à l'heure. Le temps que tu vas passer dans le site, c'est l'heure qui est calculée. C'est pas tu fais plus de chambres, tu gagnes moins. Ah mais non, mais ça n'existe plus. Déjà là, c'est là ce qui était vraiment notre vrai problème. Parce qu'on nous a fait croire que plus tu fais des chambres,
plus tu es payé. Et les filles couraient pour faire beaucoup de chambres. Et voilà pourquoi on faisait 40, 50 chambres. Mais à la fin du mois, on se retrouvait avec 800, 700 euros. Et tu te dis, mais après, mes 40 chambres, 50 chambres sont parties où? Après, les gens disaient, mais ça, c'est de l'arnaque, c'est pas normal. Et lui, quand il nous a dit, c'est pas les chambres, c'est l'heure, on a eu déjà la première confiance. Et il a regardé les revendications, il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas de prime de panier? Donc, le prime de nourriture, vous avez temps complet, vous travaillez dans un site, il faut avoir quand même le prime de panier, c'est le minimum pour un travailleur. On s'est regardé, on a dit, mais nous, on n'a même pas 1 franc. Une prime de panier, alors, c'est quoi? Le prime de nourriture, en fait. En fait, quand tu travailles, le patron doit te donner, l'hôtel Ibis, Accor donne 3,62 € pour aller manger à la cantine, en fait. Voilà, c'est l'argent qu'on vous donne pour aller manger à la cantine. Souvent, ça se fait sur les chèques restaurants. On vous donne les chèques restaurants pour tout le mois. 30 chèques de restaurant. Souvent, on vous verse ça en tant que dans le net, comme argent, et tu achètes quelque chose. Quand tu viens au travail, tu manges, parce que si tu as 7 heures, ça dépend de ton temps et de ton contrat aussi. Et nous, on n'avait rien, même pas 1 centime. Et lui, il nous a dit, non, vous avez droit. Il nous a dit, mais non, c'est pas vrai. Il y a des camarades qui travaillent, ça fait 20 ans, 30 ans dans ce site, qui ne l'ont jamais touché, qui ne connaissaient même pas qu'est-ce qu'est la prime de panier. Ils ne savaient pas, mais au moment où il nous a dit les 2 trucs, les 2 choses, il disait, mais non, ça, vous avez droit, mais je ne vais pas plus loin. Et tu disais que vous avez brisé le silence, que vous avez trouvé, en vous mettant ensemble, cette force de lutter, que vous êtes maintenant devenu populaire. Et j'ai aussi vu que vous avez été quand même relativement bien médiatisé. Comment est-ce que tu t'es senti la première fois que tu devais parler à la presse? Parce que moi, je me souviens, ma première intervention comme syndicaliste, je devais intervenir à un congrès syndical. J'étais déjà toute paniquée. C'est encore pas évident pour moi toujours de prendre la parole aussi parce que comme femme, voilà, moi, je suis aussi une fille d'immigrés, 2e génération, pas de diplôme, caissière. Donc voilà, en fait, t'es qui pour un peu oser parler? Et moi, dans mon cas, le fait que je suis devenue déléguée, ça m'a aidé à surmonter mes craintes, parce qu'alors je ne parlais plus pour moi, mais je parlais pour un collectif, et c'est ça qui me donnait la force. Toi, comment t'as fait pour... tu n'as peut-être pas dû dépasser des craintes, mais t'as quand même été confrontée face à la presse. T'as géré ça comment? C'est une très belle question. Ça me fait rigoler parce que je me rappelle quand on a commencé la grève, en fait, quand les journalistes venaient, c'est le syndicat qui parlait en fait. Et quand ils arrivent, nous on dit, mais Thierry, vas-y, il y a des journalistes. Le syndicat parlait, elle disait, mais en fait, la grève là, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour vous accompagner. C'est à vous de dire ce que vous sentez, ce que vous viviez, mais c'est pas moi qui le vis. Mais vous m'envoyez de parler de vos conditions. Moi, ce que je parle, ce que je raconte, c'est ce que vous m'avez expliqué. Mais ce serait pas mieux que vous-même vous l'expliquez chez nous. Moi, j'ai dit, ah non, moi, je peux pas, je n'ai jamais parlé devant le micro. Il y a Rachel qui avait déjà cette habitude, celle qui est devenue députée. Elle a commencé à prendre le micro. Quand les journalistes venaient, je disais, ben, Rachel, vas-y. Après un moment, la pauvre, elle s'est dit, ben, écoutez, à moi, la grève, c'est pas moi seule. Ou on va parler tous, ou on va casser la grève, on va aller repartir travailler parce que je peux pas continuer à parler seule. Moi, le jour-là, je me rappelle, je repars à la maison, je dis, ben, au fait, la pauvre, c'est pas à elle la grève. C'est nous tous qui sommes concernés. Donc, chacun de nous doit apporter un peu plus. Là où elle n'arrive pas, chacun doit prendre. Mais pourquoi on la laisse parler? En tout cas, vraiment, j'avais ma conscience sur moi. Je me suis dit, bon, je vais essayer. La première fois, je me rappelle, quand j'ai pris le micro, j'ai tâtonné, quoi. Je n'arrivais même pas à parler. Je tremblais. Je me disais, mais qu'est-ce que je dois dire, au fait? Et 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, j'ai dit, bon, mais après, c'était aussi facile que ça. On me dit, mais Sylvie, c'est ton vécu. C'est toi qui le vis. Tu racontes ce que tu vis, comme tu l'expliques. Tu l'as expliqué à nous. Tu peux bien l'expliquer aussi devant la presse. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est mon vécu, en fait. Mais pourquoi ne pas parler? Et je me suis dit, ben, écoute, Sylvie, réveille-toi quand même. Tu es en grève, là. Parce que si tu te réveilles pas, c'est le patron qui va te réveiller. On te licencie. Moi, je dis, bon, d'accord. Et j'ai pris le micro en tremblant pour la première fois. Mais si moi, je l'ai fait, pour la première fois, j'ai pas pu. Mais après, pour la 2e fois aussi, je crois que je n'avais pas pu. Mais la 3e fois, c'est devenu comme de l'eau qui coule à la pompe. Là, c'est comme ça, on te pose des questions, tu réponds, c'est ton vécu que tu expliques. Donc, c'est normal. Donc, si moi, je l'ai fait en tant que femme, donc je crois que tout le monde est capable de le faire.
Oui, je suis vraiment d'accord parce que moi, je reçois quand même beaucoup de retours positifs de femmes qui viennent me trouver quand elles m'ont entendu dire un petit mot au Parlement ou même à un débat dans le parti ou quoi, pour dire que voilà, en tout cas, je leur renvoie une certaine confiance et elles se posent elles-mêmes du coup la question, ok, si Nadia peut le faire, alors on peut le faire aussi. Et c'est un peu cette dynamique positive qu'on doit mettre entre nous, les femmes, je pense. Donc, tu as vraiment raison avec comment tu l'expliques. Et tantôt, j'ai dit qu'on avait aussi un point commun, qu'on avait chacune une sœur. Et j'ai fait aussi le lien avec toutes les pressions qu'on a au niveau familial quand on doit entamer comme ça une grande grève, parce que on a besoin d'avoir un salaire décent pour être une femme à part entière et souvent une mère. Toi, tu as aussi des enfants. Comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que, par exemple, ta sœur, elle ne te soutenait pas tout de suite à la base. Et ton fils, comment est-ce que ton fils t'a aussi apporté une force, je pense, que tu me racontais? Dis un peu. Ma sœur, en fait, elle n'est pas combattante. Vous savez, moi, je suis déjà combattante dès mon jeune âge. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui était en moi déjà parce que je me battais pour des petites choses, par exemple, pour les copines, s'ils se disputent, je suis toujours là-dedans à dire non, toi tu as tort, toi tu as... Mais moi, ma sœur, elle est plus discrète. Donc, quand je suis allée en grève, elle a eu peur, elle me dit, mais non, mais arrête ça, c'est pas à toi de te battre, laisse les gens amener et puis toi tu vas manger. Au contraire, il est arrivé des moments que je ne prenais plus ses appels parce que quand je vois son nom qui apparaît, je dis, ben celle-là, elle va me dire, t'as arrêté? Donc, je prenais plus ses appels. J'ai dit, non, moi, arrête, moi, je vais aller jusqu'au bout de mon combat, je vais faire mon expérience. Elle me disait, non, il faut arrêter. Comment tu vas faire pour payer ta maison? Tu vas te mettre encore dans des problèmes, on va te licencier. Moi, je me disais, écoute, je crois qu'on n'a pas la même vision. Ma vision à moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ma vision. Toi, ta vision à toi, tu la gardes pour toi. Tes idées, tu la gardes. Quant à mon fils, parce que j'ai un fils qui a 11 ans. Quand on a commencé la grève, je crois qu'il avait 10 ans ou 9 ans et demi. Et lui aussi, au début, il était... ah, maman, non, il faut arrêter la grève. Parce que quand il dit, maman, allons-y au McDo, parfois je l'amenais au cinéma. Et je dis, ben, tu sais, maman est en grève, je ne peux pas t'amener au cinéma, il n'y a pas l'argent. Ah, mais ça commence à faire un peu trop dans la maison, maman. Il n'y a pas McDo, il n'y a pas le cinéma. Ah non, maman, il faut arrêter la grève. Il faut arrêter la grève. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que à l'époque, il avait 9 ans et demi, 10 ans. Donc, quand tu lui parles, il comprend rien de la grève, il comprend rien de la lutte. Quand il va à l'école, je le laisse. Et quand il est en vacances, je l'amène au piquet. Je l'amenais au piquet et il regardait. Quand il y avait des rassemblements, il venait avec moi. Quand il y avait, on partait faire des occupations des hôtels, il venait avec moi. Donc, je l'ai introduit dans mon combat. Et là, il a compris, il a dit non, maman, faut lutter. Faut lutter parce que j'ai dit, tu as vu? Pourquoi on n'a pas de McDo, pourquoi on n'a plus de cinéma? C'est à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de salaire, on nous sous-traite, on nous rabaisse. Donc, il faut chercher la dignité. Souvent, même quand il prenait le micro, il commençait à parler. Non, il faut payer nos mamans. Il ne faut pas les exploiter comme ça. C'est pas normal. Ils travaillent. Il faut avoir un salaire digne. Moi, j'ai dit, bravo, garçon. C'est comme ça. Lui, en tout cas, vraiment, il m'a dit, maman, je te soutiens jusqu'au bout. Même si on n'a pas McDo, on aura. Mais c'est comme ça. Parce que les enfants, quand leur quotidien est bouleversé, en fait, lui, c'était son quotidien qui était bouleversé. Il faut l'amener à la raison, mais ne lui explique pas. Tu l'amènes sur ton lieu. Si c'est ton lieu de travail, tu l'amènes comme ça, il comprend mieux. Parce que quand il vit ça, il va mieux comprendre. Et le mien, c'est ce que j'ai fait. Et il a compris. Et quand il y avait des manifestations, il était là. Ah, maman, moi, je ne vais pas rester. Ah, souvent, comme lui, il fait le foot, souvent, il ne voulait plus aller au foot, il voulait seulement aller à la manifestation. Souvent, il y a des manifs. Ah, il y a des manifs, maman, mais pourquoi tu n'étais pas parti? Mais pourquoi tu ne m'as pas amené? Mais tu étais à l'école, mon grand, tu ne pouvais pas t'amener. Donc, c'est un peu ça. Donc, lui, quand même, il m'a soutenu jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et ça, même la victoire, ça s'est tombé le jour de sa naissance. C'était un 25 mai. Et c'est le jour qu'il avait fait son anniversaire. Mais dans la lutte, il y a des gens qui ne sont pas portés à soutenir, à lutter, qui ne sont pas de nature de lutte, il faut les comprendre aussi. Quand ça te touche, parce que moi aussi, j'étais pareil. Moi, quand les Français faisaient les manifs, quand je quittais le travail, moi, j'ai envie de rentrer chez moi. J'arrive à une gare que c'est fermé. Ah, les Français aiment faire la grève, mais ils aiment ça, les Français. Mais tant que ça t'a pas touché, tu vas pas comprendre la douleur de ça. Moi, c'est parce que je me suis levée, c'est parce que ça m'a touché, parce que c'était mon poste qui était touché. Et voilà pourquoi quand je me suis mis en grève, quand je suis sortie dehors, quand je suis sortie du silence, j'ai pas regardé derrière. Tout ce que les gens me disaient, mais oui, mais toi, attends, tu dis ça devant le patron, mais on va te licencier. Mais moi, je savais que j'avais déjà un bon syndicat.
Donc, je ne craignais plus à rien. Donc, voilà, il y a des gens qui peuvent te soutenir et des gens qui ne peuvent pas te soutenir. Mais quand tu as des idées à toi, tu dois aller et tu dois foncer parce que ce sont tes idées et c'est toi qui es en jeu, pas les autres. Tu dis aussi, il y a des gens qui comprennent et d'autres qui comprennent pas. Et moi, dans mon expérience aussi chez Aldi, il y en avait beaucoup qui comprenaient pas, comme Voilà. tu dis. Mais après, c'était vraiment un travail au quotidien. C'était comment on allait les convaincre parce que le rouleau compresseur dans le système capitaliste pour que les gens restent isolés est quand même énorme. Ah oui. Et ton combat montre aussi que au départ, tous les collègues n'étaient pas OK pour démarrer à la grève et que, voilà, toi, avec le petit groupe d'avant-garde, on va dire, tu as quand même réussi à les convaincre. Donc, cette question de bien expliquer aux gens qu'on peut changer les choses, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je pense que votre combat, il est aussi une expérience extraordinaire aussi pour donner du courage à d'autres femmes. Comme tu disais, la lutte est dure, mais quand on se bat, qu'on reste unis, et voilà, on peut gagner. On n'est pas obligé de gagner tout, parce que en fait, finalement, qu'est-ce que vous avez gagné concrètement et quelle est encore la suite des luttes qu'il faut encore continuer pour obtenir d'autres victoires dans votre secteur? Nous, on a fait, comme on vient de dire, 8 mois de grève et 22 mois de lutte. Au final, ça a payé. Et voilà pourquoi on dit la lutte paye. La lutte paye. Nous, on a eu les revendications à 99% des revendications, on a eu. On a gagné C'était à une augmentation 90. de salaire. Une augmentation de salaire, je pense. On a eu à 99% des revendications, on a eu de 250 à 500 euros d'augmentation de salaire. Et ça, si on n'avait pas lutté, on n'allait pas avoir ça. Aujourd'hui, on est allé en lutte, on nous a donné l'augmentation selon les contrats de 250 à 500 euros. Donc, ceux qui étaient à 1000 euros net, aujourd'hui, ils sont à 1500 euros. Ouais, et alors, énorme. les 500 euros là, c'est pas tombé comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait ton argent à côté qu'il bouffait le patron, les escrocs des patrons. Et aujourd'hui, on te donne ça parce que tu as lutté. Donc, ça veut dire que tu avais droit à ça qu'ils ne voulaient pas te donner. Donc, voilà pourquoi nous, on dit toujours la lutte paye. Les gens ne doivent pas se fatiguer à lutter parce que seule la lutte libère. Sans la lutte, on n'est rien. Sans la lutte, on ne peut rien faire. Nous, on n'a pas fini. On continue à lutter même jusqu'à présent. Après une belle victoire comme ça, là, il y a toujours les gens qui vous tentent. La prochaine lutte, je crois, parce que là, ce qu'on n'a pas eu, le 1% qu'on a raté avec le groupe Accord, c'est être internalisé. En fait, nous, la première revendication était de finir avec la sous-traitance. Parce que pourquoi? La sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabassement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. La sous-traitance ne vient pas arranger les choses dans la société. Puisque lui, il vient pour son pognon, la sous-traitance n'a pas des hôtels. Il vient lui aussi pour travailler. Il ne vient pas pour vous faire plaisir, pour vous mettre dans un plateau en or. Et nous, on a compris ça, mais on a compris ça tard, mais on l'a compris. Oui, parce que on dit souvent que c'est nous-mêmes qui devons nous occuper de nos propres droits parce que personne ne va le faire à notre place. C'est ça aussi. On attend toujours que ça vienne d'ailleurs, mais en fait, on vit une situation, ça nous convient pas, on la prend en main et on veut changer les choses. C'est un peu ça aussi que je retiens de votre expérience. On va devoir maintenant tout doucement s'arrêter, mais j'avais encore une dernière question. D'accord. C'est quoi ton grand rêve? Oh là là. Mon grand rêve déjà, c'est de continuer la lutte, de ne plus s'arrêter. Parce que là, déjà, notre combat, c'est rentrer dans l'histoire. Je ne peux pas dire de la France parce que ça a dépassé les frontières. Là, je me retrouve, ça fait la 3e fois que je vais en Belgique, de parler seulement de mon combat. Je suis invitée souvent aussi en Suisse, de parler de ça aux femmes. Je dis que les femmes doivent se lever. Il est temps qu'on arrête un peu de pleurnicher, qu'on arrête un peu de se plaindre. On en a fait assez et maintenant, c'est l'heure est arrivée que nous, en tant que femmes, nous prenons notre destin en main. La preuve vivante est là. L'hôtel Ibis des Batignolles. Souvent, on a des clients là-bas. Ah, mais c'est l'hôtel là qui est sorti, la députée là qui est... oui, c'est devenu un symbole. Pour les gens qui arrivent, c'est les touristes. Ah oui, c'est ici le député. Ah oui. Ça, c'est une femme. Elle a commencé femme de chambre. Elle est passée gouvernante. Et aujourd'hui, elle a fait son combat et elle se retrouve à l'Assemblée. Mais nous, le fait que d'être à l'Assemblée, on a pris l'exemple ici en Belgique. Parce que l'année passée, on était là. Et qu'on a vu en Belgique, il y a, comme vous, Nadia, vous étiez à Aldi, vous êtes député. Et on a entendu beaucoup de témoignages. Et voilà, nous aussi, on a dit, bon, on va appliquer ça en France. Pourquoi ne pas appliquer ça? Et quand on nous a proposé, et Rachel est partie, on n'a pas hésité. Peut-être si on n'était pas venu en Belgique, on n'allait pas peut-être savoir que ça pouvait être. On a dit, ça sera la première en France. Et voilà, on a cassé les barrières. Et aujourd'hui, femme de chambre, pour la première fois en France, est députée.
Ouais, et ça, c'est une belle histoire. C'est magnifique, c'est magnifique. Et quelle super conclusion que d'encourager les femmes à s'organiser pour lutter pour leurs droits et que la classe travailleuse est aussi internationale et que tu as joué un rôle là-dedans. Je suis vraiment très contente d'avoir pu partager ce studio solidaire avec toi. J'espère qu'on se reverra et que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai à Paris. Pas de souci, on t'attend à bras ouverts. Merci. Merci à vous.